Le feu est parti du troisième. Mais s'il y avait cette putain de trappe de désenfumage, excusez-moi, peut-être qu'elle serait encore là. Moi, c'est pas ma petite sœur qui a déclenché l'incendie. Elle était juste rentrée pour manger. Moi, aujourd'hui, je veux juste savoir qui est responsable de la mort de ma petite sœur. On est arrivé dans la ville de Garges-le-Gonesse en 89 avec mes parents. Cet appartement, on y est arrivé 2 ans après. On y a vécu toute notre vie en fait. On est tous nés là-bas, tout le monde nous connaît. On a quelques problèmes d'humidité. On avait aussi un problème de compteur électrique qui n'était pas du tout à jour. On a fait des relances pendant des années, mais on n'avait jamais de réponse. Mais sinon, l'état global de l'appartement, ça allait quoi, parce qu'on l'entretenait quoi. Ma relation avec ma petite sœur, c'était un peu comme un père. Aïssé, voilà, elle avait 13 ans, elle était au collège. Elle était vraiment proche de tous les frères et sœurs, parce que c'est notre petite dernière, notre petite princesse. Des fois, on la taquinait parce qu'elle était assez susceptible. Du coup, pour énerver ma mère, voilà, on était en train de la piquer un petit peu de temps en temps, mais c'était mignon, quoi. Ce 14 février 2022, comme tous les jours, Aïssé rentrait du collège. Il était à peu près midi, midi et demi. Et elle est arrivée, elle est montée, elle a pris l'ascenseur, elle est rentrée, elle a jeté son sac, elle a commencé à, je pense, se faire à manger. Quelques minutes après, un feu s'est déclenché au 3e étage de l'immeuble. Mes parents habitaient au 8e étage. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je crois qu'elle ouvre la porte, de ce qu'on comprend, et elle voit de la fumée qui commence à arriver, une chaleur. Elle referme la porte, et là, elle appelle ma mère, parce que ma mère était à l'hôpital. Comme ma mère était en panique, c'est des infirmières là-bas qui ont pris le téléphone et qui ont essayé de l'aider à distance en lui demandant de prendre des serviettes et de les mouiller, les caler sous la fenêtre et d'essayer de s'éloigner un petit peu et de rester au sol. En ouvrant la porte, il y a trop de fumée, comme elle portait des lunettes en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a eu une grosse vague de fumée en fait qui a envahi l'appartement d'un coup. Du coup, elle a été déstabilisée et avec la panique, elle a perdu ses moyens. Finalement, elle a été retrouvée asphyxiée peut-être une demi-heure, 45 minutes plus tard par les pompiers. Et ça a été la seule victime de cet incendie. C'est la première fois que je perds quelqu'un d'aussi proche, quelqu'un que je considérais comme mon enfant, quoi. Moi, j'y croyais pas trop sur le coup, je comprenais pas trop ce qui se passait. En sortant de la gare déjà, je vois déjà un peu de fumée vers le haut. Je comprends que c'est réellement vers là-bas. Et là, plus je marche, plus je m'approche, plus je vois des barrages de pompiers, de police. Je vois une bâche blanche, je vois que la zone est un peu bâchée. Et là, je vois son corps. On pète les plombs, on ne comprend pas. Sur le coup, on ne se pose pas beaucoup de questions. On ne pense pas aux circonstances. On sait juste que là, notre sœur est décédée, quoi. On a appris rapidement, vraiment dans la journée, que c'était une surtension électrique. On a appris quelques minutes après qu'il y avait 18 personnes qui habitaient dans cet appartement. 18 personnes dans un appartement, on se dit tout de suite que c'est un marchand de sommeil. C'est quelqu'un qui va surexploiter des gens en leur vendant des lits en fait. Ils appellent pas ça des chambres ou de la colocation, mais c'est vraiment des lits. Ils parlent en lit en général. Encore dans la journée, il y a plein de gens qui se posaient des questions. Justement, en voyant le feu, il y en a qui se disaient mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fumée qui ressort au niveau du toit? En général, quand il y a un incendie comme ça, il y a beaucoup de fumée qui ressort par le toit, mais là en fait, il n'y a rien qui ressortait. Et c'est là qu'on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas de trappe de désenfumage. C'est un dispositif qu'on actionne au rez-de-chaussée qui va lever une trappe en cas d'incendie ou qui va faire une sorte d'appel d'air et qui va aspirer toute la fumée vers le toit. Et quand on commence à poser ces questions-là, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de trappe de désenfumage? C'est là qu'on apprend que l'immeuble est sous administrateur et qu'il était en cours de réhabilitation. Donc en gros, c'est un administrateur judiciaire en fait qui gère cet immeuble-là, cette barre d'immeuble, parce que la copropriété est endettée et du coup en fait il y a de l'argent qui est injecté par l'État pour pouvoir réhabiliter ces logements. En me renseignant, je vois qu'il était sous plan de sauvegarde depuis 2016. Et là, ma question aujourd'hui, là où j'arrive sur le plafond de verre, où j'ai eu la réponse à toutes mes questions, maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de comprendre pourquoi depuis 2016, il n'y a rien qui a été fait. Moi, je suis aussi celui dans la famille qui ne lâche pas l'affaire. Je suis un peu la grande gueule. Quand il y a un problème, c'est moi qui vais ouvrir ma bouche, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, naturellement, j'ai pris ce lead, entre guillemets, pour cette enquête. Aïssé est décédé à 13 ans,
le 14 février dans un immeuble dans lequel on est arrivé en 1989. Voilà un départ de feu au 3e étage où logeaient 18 personnes, ce qui est inadmissible. Quand je retournais sur les lieux du drame, donc dans l'immeuble, j'ai fait mon enquête, j'ai pris des photos, des vidéos. J'allais aussi pour questionner des fois les voisins et c'est un combat qui est en train de me changer. Je dors avec, je me réveille avec, j'ai mon téléphone qui sonne toute la journée. J'en fais des cauchemars, hein, très clairement. Et moi, je veux pas que cette affaire m'endorme, en fait. Moi, ce que je trouve pas normal dans cette histoire, c'est de vivre encore dans des habitations comme ça. J'ai appelé aujourd'hui, moi, des cages à poules. C'est pas possible de mourir dans de telles conditions. Elle avait 13 ans, elle n'a rien demandé. Tout ce qu'on veut, c'est que justice soit faite. Nos vies comptent, oui, c'est sûr. Nos vies comptent en banlieue aussi, surtout. Et dans tous nos quartiers. Parce que c'est là, il n'y a que dans nos quartiers qu'on peut rencontrer ce type de problème. Dans les banlieues, c'est quoi le plus gros problème? C'est l'habitation, c'est la précarité. Et ça commence par quoi? Être bien. C'est être bien chez soi. Vous payez vos charges, elles doivent être... Il y a un service derrière, en fait. Vous êtes des étrangers, ok, mais pour l'instant, vous êtes en France. Vous avez la chance d'être en France. Et être en France, c'est ça. C'est un pays de loi et elle doit être appliquée par tout le monde. Les gens sont tellement en survie qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Ok, on est tous dans cette survie-là. Mais en attendant, là, nous, on a perdu une vie. Je toquerai à chaque porte. Tant que la personne suivante chez qui je vais toquer me dira « Écoute, c'est pas moi, j'ai fait ce qu'il faut », je passerai à l'étape suivante et on ira ensemble. Parce que si c'est pas toi, tu vas vouloir te dépatouiller de cette histoire, tu vas me suivre et on va aller plus haut.